Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 custom hooks qui sont super utiles et qui peuvent grandement t'aider dans le développement de tes applications. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Comme je te le disais, ces 5 custom hooks, ils peuvent être super utiles dans le développement de tes applications et c'est des custom hooks qu'on a tendance à voir dans des librairies. En gros, tu peux avoir ces custom hooks là en installant une librairie. Le problème, c'est que qui dit librairie dit dépendance, et donc que ton projet dépend d'un code qui n'est pas le tien, un code extérieur. Et donc si ces librairies, ces dépendances sont pas maintenues à jour ou alors qu'elles contiennent des bugs, et bah c'est une partie du code de ton application qui est pas maintenue à jour et qui peut contenir des bugs. Donc ce que tu peux développer par toi-même, c'est bien de le développer par toi-même plutôt que d'installer des librairies à tout va. Et donc ces custom hooks là peuvent remplir des fonctionnalités que des librairies rempliraient, mais cette fois-ci, c'est du code que toi, tu maîtrises. Et en plus de ça, tu peux faire évoluer les custom hooks en fonction de tes besoins et de ton application. Le premier hook dont je vais te parler, il est très simple. C'est un hook qui te permet de récupérer le statut de connexion à Internet d'un utilisateur. En gros, quand l'utilisateur va charger ton application dans son navigateur, ton application va vérifier s'il est connecté ou pas à Internet. Et si ce statut change, et ben, du coup, l'application sera tenue au courant du changement de ce statut et tu pourras réagir en conséquence. Donc ça peut être utile pour prévenir ton utilisateur qu'il a été déconnecté ou alors pour avoir une gestion du contenu hors ligne. Donc là, comme je suis connecté à Internet, bah, le hook qui me dit tu es en ligne, mais si je vais dans l'onglet Network des DevTools de mon navigateur et que je change mon statut de connexion, je me mets en offline, hop, tu vois qu'il a détecté que j'étais hors ligne et donc là, il me prévient. Si je me mets de nouveau en ligne, hop, tu vois qu'il a détecté que j'étais en ligne et il a mis à jour le statut de l'application. Donc en fait, ce custom hook qui s'appelle Use Network Status et tout ce qu'il fait, c'est me renvoyer un booléen qui s'appelle Network Status, tout simplement. En tout cas, je l'ai nommé comme ça. Et donc, si Network Status est vrai, alors j'affiche tu es en ligne. Sinon, j'affiche tu es hors ligne. Si on jette un œil dans le custom hook, tu vois qu'il n'a pas beaucoup de lignes. Il a juste un state à l'intérieur dans lequel on a navigator.online en tant que valeur initiale. Navigator.online fait donc appel à l'API du navigateur pour récupérer un booléen de statut de connexion à Internet. Donc là, je récupère la valeur initiale. Ensuite, j'ajoute un petit useEffect qui s'exécute seulement et uniquement au chargement du composant qui a appelé le custom hook et qui va ajouter deux écouteurs d'événements sur l'objet window. Un événement offline et un événement online. Donc si le statut change, si on passe en mode offline, alors on met à jour le state avec le nouveau statut de connexion. Si on repasse en mode online, dans ce cas-là, le statut de connexion va de nouveau être mis à jour avec navigator.online. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on retourne le statut qui est présent dans le state. Le deuxième custom hook, c'est un custom hook qui va te permettre de gérer tes appels API avec Fetch. Mais attention, ce custom hook là, il a une particularité à laquelle il faudra bien faire attention. Il met en place une petite bonne pratique dont je vais te parler dans un instant. Donc quand je clique sur le bouton toggle qui est ici, ça fait apparaître un composant avec un article factice qui est récupéré depuis une API et que j'affiche ici. Au moment de charger ce composant là, l'appel API est effectué avec useFetch, mon custom hook. Tu vois que à ce custom hook, je lui passe à cet endroit-là l'URL de la requête à effectuer. Et en second argument, tu peux lui passer un objet de configuration d'options, les mêmes options que tu pourrais passer à un fetch normal. Donc là, si tu veux changer la méthode, par exemple, et au lieu d'avoir du get, tu veux mettre du post et passer un body à cet endroit-là, bah, tu peux tout à fait. Ce useFetch me retourne à cet endroit-là un objet avec trois valeurs. La première valeur, tu le vois ici, c'est la valeur error, c'est celle qui contient une erreur si jamais il y a eu un problème. L'erreur est renvoyée là-dedans. Le isPending, c'est un booléen qui me dit si la requête est en train de charger ou pas. Est-ce qu'on a envoyé la requête? Au moment où on envoie la requête, isPending est passé à true, et au moment où on reçoit la réponse ou qu'on reçoit une erreur, isPending est repassé à false. On a arrêté l'état de chargement. Donc tu vois que si isPending est vrai, j'affiche ici le loading. Et ensuite, on a la propriété response qui contient l'objet JSON reçu dans la réponse de la requête. Analysons un petit peu le contenu du custom hook useFetch. Tu vois qu'on a trois propriétés de state différentes. C'est les propriétés que je viens de t'énoncer, error, isPending et response. Et ensuite, on a un useEffect qui ne s'exécute qu'au moment où le composant qui appelle
le custom hook est chargé. D'accord? Au moment où le composant se monte, ce useEffect là est déclenché pour pouvoir déclencher la requête ici qui est dans la fonction fetchData, donc on appelle à cet endroit-là, mais qui est déclarée ici. Tu vois que fetchData, c'est une fonction asynchrone qui va tenter une requête à cet endroit-là, donc avec awaitFetch que tu vois juste ici. On lui passe l'URL qui est récupérée depuis l'argument ici de useFetch et on lui passe aussi les options s'il y en a. Ensuite, on récupère les données JSON de la requête et on place ces informations-là dans l'objet réponse qui est dans le state. En cas d'erreur, on fait simplement un setError, on met l'erreur dans le state et dans tous les cas, avec le finally ici, que ce soit dans le cas où la requête a réussi ou que la requête ait échoué, on met le pending à false, d'accord? On arrête le chargement. Et tu vois que ce useFetch, il a une petite particularité, donc si tu es débutant, t'es pas habitué à avoir ce genre de truc. Le abort controller qui est là, si tu es débutant, il peut être un peu perturbant. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Abort controller, c'est une classe qui va te permettre d'annuler ta requête, d'avorter ta requête pour une raison ou pour une autre. Pourquoi on aurait besoin d'avorter la requête? Tout simplement parce que ici, je l'ai illustré par un exemple avec un toggle, tu vois. On masque et on affiche le composant à souhait. Et donc, si je m'amuse à spammer comme ça le composant, bah, tu vas voir qu'on a envoyé plein de requêtes là. Si on regarde dans l'onglet Network des DevTools du navigateur, tu vois qu'on a envoyé plein de requêtes d'affilée. Or, ça, c'est pas cool. On n'a pas envie que l'utilisateur puisse envoyer plein de requêtes d'affilée, notamment s'il a de la latence. Admettons que tu sois utilisateur d'une application sur ton téléphone et que tu n'aies pas une bonne connexion internet, et tu vois qu'au moment où tu toggles, ton article, il apparaît pas tout de suite. Il y a un temps de chargement. Du coup, ce que tu vas peut-être faire, c'est retenter à plusieurs reprises pour voir si ça s'affiche pas plus vite. Parce que, en tant qu'utilisateur, on a tendance à être impatient. Et du coup, ce qui va se passer en arrière-plan, c'est que tu vas envoyer plusieurs fois la requête, avec de la latence, forcément. Et donc, tu vas recevoir plusieurs fois la réponse. Et donc ça, en termes de performance et puis aussi d'économie en termes de bande passante, de data, etc., c'est pas terrible. Donc du coup, on va chercher à optimiser ce truc-là. Donc ce qu'on veut faire, c'est que si le composant se détruit ou alors si on enchaîne avec une autre requête, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement avorter la requête précédente. Donc pour faire ça, on crée une nouvelle instance de abort controller et cette instance de abort controller, tu vois qu'on en extrait un signal à cet endroit-là. Ce signal, c'est une sorte de signature qui va permettre de relier le contrôleur à notre requête fetch. Tu vois qu'on le place ici dans les options du fetch. Et ensuite, un petit peu plus bas, dans la fonction de retour du useEffect, donc cette fonction-là, je te rappelle qu'elle est exécutée au moment où le composant se détruit, au moment où le composant est démonté. Et donc à cet endroit-là, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on avorte la requête, on exécute la méthode abort sur abort controller si jamais le composant se détruit, quoi. Donc pour te faire une petite simulation, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement rafraîchir ma page, voilà, et puis je vais passer en mode slow 3G à cet endroit-là, dans les DevTools, dans l'onglet Network. Donc je veux créer artificiellement de la latence, et tu vas voir que quand je vais cliquer sur Toggle, on a le loading qui s'affiche ici, il y a un certain temps avant que la requête soit envoyée, puis que la réponse soit reçue. Et maintenant, regarde bien les requêtes à cet endroit-là. Je vais spammer le bouton Toggle, et tu vas voir qu'il n'y aura pas plus de requêtes qui vont être... Alors si, il y a des requêtes, mais ces requêtes-là, tu vois qu'elles apparaissent en rouge, et hop, si je retoggle, encore une fois, elle va apparaître normalement. Et celles qui apparaissent en rouge, en fait, c'est des requêtes qui ont été avortées. Elles ont pas été envoyées, elles n'ont pas abouti complètement. Si on regarde la console, tu vois, on a DOM exception de user aborted request. Ça veut dire l'utilisateur a annulé la requête, il a avorté. Donc rajouter ce genre de choses là avec le abort controller, c'est une très bonne pratique parce que comme je te le disais, ça permet du coup d'avoir une optimisation des performances, d'économiser de la ressource et d'éviter d'envoyer des requêtes pour rien. Le troisième custom hook, c'est un custom hook qui va te permettre d'effectuer des recherches tout en attendant que l'utilisateur ait fini de taper. Si tu as l'habitude de créer des champs contrôlés, donc c'est-à-dire liés au state d'un composant React, tu sais qu'au changement de valeur de l'input, donc à chaque caractère tapé, le state va se mettre à jour. Et donc potentiellement, ce que tu veux faire, c'est qu'à chaque fois que tu as une mise à jour de ce state, de cet élément du state, tu veux déclencher une nouvelle requête de recherche pour avoir les derniers résultats en fonction de ce que l'utilisateur a tapé. Sauf que si tu fais ça comme ça, sans attendre que l'utilisateur ait fini de taper, ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer la requête à chaque fois que l'utilisateur va taper un caractère. Par exemple, si j'écris Hello World, dans la phrase Hello World, tu as 11 caractères en tout. Tu as 11 caractères en comptant l'espace.
Donc là, ça veut dire que si j'envoie ma requête à chaque changement de caractère, j'ai envoyé 11 fois la requête pour avoir les résultats. Or, moi, ce que je veux faire, c'est attendre que l'utilisateur ait fini de taper. Donc théoriquement, comment je peux faire pour attendre que l'utilisateur ait fini de taper? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un délai entre chaque caractère. On va attendre un certain temps entre chaque caractère avant d'envoyer la requête pour voir si l'utilisateur n'est pas en train de taper d'autres caractères supplémentaires. Et ce comportement-là, on appelle ça un debounce. Le debounce, c'est simplement le fait d'attendre que l'utilisateur ait fini une certaine action. Donc là, tu vois que j'ai un custom hook qui s'appelle useDebounce et je lui indique le délai d'attente entre chaque caractère. Combien de temps il doit attendre qu'un caractère supplémentaire soit tapé avant d'envoyer la requête. Je vais te montrer ça en détail juste après dans le custom hook. Tu vois que useDebounceValue reçoit en argument, en premier argument, la valeur du champ. Okay, on a une input ici de type search qui a bien une valeur qui est reliée au state à cet endroit-là. Et donc à chaque changement de valeur, donc à chaque caractère tapé, la valeur dans le state est mise à jour. À chaque mise à jour du state ici, on transmet cette valeur à useDebounce. Comme ça, useDebounce, il est au courant tout le temps de ce qu'il y a décrit dans l'input. useDebounce nous retourne un tableau contenant deux éléments. Le premier élément, c'est la valeur finale. Okay, on a attendu suffisamment longtemps que l'utilisateur ait terminé de taper chaque caractère, et donc useDebounce va nous renvoyer la valeur finale. Cette valeur finale, ensuite, on peut l'utiliser. Par exemple, ici, tu vois, je l'utilise dans un useEffect qui est déclenché à chaque fois que debounceValue est mise à jour, ce qui va déclencher l'événement de recherche. Voilà, donc après, t'en fais ce que t'en veux. Si t'as envie de déclencher directement une requête à cet endroit-là, tu peux tout à fait. Et en second élément de ce tableau-là, ce qu'on récupère, c'est un booléen que j'ai appelé isWaiting. Est-ce qu'on est en attente? Est-ce qu'on est en train d'attendre que l'utilisateur ait terminé de taper ou pas? Si c'est le cas, j'affiche loading juste en dessous de l'input, sinon j'affiche rien du tout. Tu vas le voir ici, si je tape plein de caractères, tu vois, tu as le loading qui apparaît. Ok? Et une fois que j'ai fini de taper, il disparaît. On n'est plus en attente que l'utilisateur ait fini de taper. Regardons maintenant ce qui se passe dans useDebounce. Tu vois que useDebounce reçoit, comme je te le disais en argument, la valeur du champ de recherche plus un délai. Donc ça, c'est le délai d'attente entre chaque caractère. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais écrire Hello World, par exemple, je vais écrire le H, il va attendre le délai que j'ai mis là, voir s'il n'y a pas un autre caractère qui arrive. Si dans ce délai-là, j'ai tapé un autre caractère, il va relancer le délai d'attente, voir s'il n'y a pas encore un autre caractère qui arrive, et ainsi de suite. En pratique, dans le code, qu'est-ce que ça donne? Tu vois à cet endroit-là qu'on a deux éléments qui sont dans le state. debounceValue, donc la valeur finale, et isWaiting, l'état de le booléen qui nous dit si on est en train de taper quelque chose ou pas. Et tu vois qu'on a un useEffect ici qui est relancé à chaque fois que la valeur change. Tu le vois avec le tableau de dépendance qui est en bas. À chaque fois que useDebounce reçoit une nouvelle valeur du champ de recherche, il va relancer le useEffect. Donc ce useEffect là, ce qu'il va faire, c'est un setTimeout pour pouvoir gérer l'attente entre chaque caractère. Donc je tape un premier caractère, il va déclencher le useEffect. Il va déclencher le setTimeout qui est ici. Il va mettre cette valeur-là dans le state ici en tant que debounceValue. Et s'il y a un autre caractère qui est tapé avant que le setTimeout soit terminé et donc ce soit déclenché, ça veut dire que ça ne se déclenche pas. Il reçoit du coup la nouvelle valeur et il redéclenche de nouveau un setTimeout, hop, avec la nouvelle valeur, cette fois-ci contenant un caractère supplémentaire. Donc tu vois que au début du useEffect, à chaque fois, on vérifie s'il y a un timeout en cours. Tu vois que le setTimeout, il est placé dans une variable timeoutID. Et s'il y a un timeout ID, ça veut dire qu'il y a un setTimeout qui a été déjà déclenché et enregistré. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le nettoyer. À chaque fois qu'il reçoit une valeur mise à jour, il va nettoyer le précédent timeout pour éviter de déclencher plusieurs timeouts en parallèle. L'idée, c'est qu'on n'en ait qu'un seul à la fois qui attend après chaque caractère. Okay, je tape un caractère, il attend. Ensuite, je tape un autre caractère, il nettoie le timeout, puis il en déclenche un autre pour attendre, voir s'il n'y a pas un autre caractère qui arrive. Puis je retape un caractère, il nettoie le précédent timeout, puis il attend encore, et ainsi de suite. Et tu vois à la fin, dans la fonction de retour du useEffect, donc au moment où le composant qui appelle useDebounce est détruit, à cet endroit-là, on clear le timeout. On vire, si jamais il y a un timeout qui est toujours enregistré, on le nettoie, on le vire. Ça, c'est une très bonne pratique, c'est super important de le mettre. À chaque fois que tu as des trucs du genre timeout, intervalle, etc., il faut penser à nettoyer tout ça.
pour éviter que tu aies quelque chose, que tu aies un timer, quelque chose comme ça qui tourne en arrière-plan, même si ton composant est détruit. Donc j'ai mis des petits console.log pour qu'on puisse mieux se représenter ce que ça fait. Tu vas voir, hop, je vais aller dans la console, je vais rafraîchir tout ça, et donc forcément tu as le useEffect qui apparaît ici et debounce value qui apparaît également, parce que le useEffect s'exécute une première fois au chargement du composant. Donc ça c'est normal. Donc tu vois que useEffect avec la valeur qui est ici, bah lui il est déclenché directement dans le useEffect, donc on va voir chaque caractère tapé au moment où on va les écrire. Et ensuite, là dans le timeout, tu as debounce value avec la valeur finale. Donc le debounce value, il va s'afficher au moment où on aura fini de taper, donc c'est-à-dire au moment où on aura attendu plus de 400 millisecondes avant de taper un autre caractère. Donc là, il attend 400 millisecondes entre chaque caractère avant de déclencher le debounce value. Donc si je tape un caractère et que j'en tape un deuxième en moins de 400 millisecondes, il va renvoyer les deux caractères ensemble plutôt qu'indépendamment, tu vas voir. Donc à cet endroit-là, tu vois, on a le useEffect qui s'est déclenché 2 fois. Il a reçu un premier caractère, une première valeur contenant un caractère, puis une deuxième valeur contenant 2 caractères. Et le debounce value, lui, il s'est exécuté à la fin, une fois qu'on a attendu 400 millisecondes après le dernier caractère pour être émis. Donc par exemple, si je cherche Tony, tu vois qu'il a écrit chacun des caractères de Tony dans le useEffect, mais le debounce value, il a attendu qu'on ait fini de taper le dernier caractère. Si je tape quelque chose de beaucoup plus grand, hop, tu vois que, pourtant en plus je me suis trompé, tu vois que j'ai mal écrit Natacha, je voulais écrire Natacha pour avoir le résultat ici. Donc tu vois que je me suis trompé, j'ai pu revenir en arrière, et comme je suis revenu en arrière en moins de 400 millisecondes, il n'a pas réémis le debounce value, donc, puisque j'ai changé cette valeur-là. Et ensuite, j'ai pu corriger, tout taper, il a attendu que j'ai terminé, et il a émis la valeur. Et en émettant la valeur, ça déclenche la recherche derrière, ça déclenche la requête de recherche. Donc là, j'ai quelque chose d'assez optimisé, puisque je ne déclenche pas la recherche à chaque caractère envoyé, mais bien une fois que j'ai terminé de taper. Le quatrième custom hook, il va servir à générer des mots de passe de manière aléatoire. Et ces mots de passe-là, ils peuvent être paramétrables. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui dire, si tu veux, telle ou telle autre taille de caractères. Pas de caractères, mais de mots de passe. Tel nombre de caractères dans ton mot de passe. Si tu fais évoluer ce custom hook, tu pourrais même ajouter la fonctionnalité de est-ce qu'on met des caractères spéciaux, est-ce qu'on met des nombres, etc. Et donc quand je clique sur Generate Password, tu vois que ici ça remplit le champ password en générant un mot de passe de manière complètement aléatoire avec des caractères spéciaux, des nombres, des minuscules, des majuscules, etc. Donc si on regarde le composant login form, d'ailleurs ce serait plutôt logique de mettre sign up form, que ce soit un formulaire d'inscription plutôt que de connexion, parce qu'on ne génère pas de mot de passe à la connexion, mais plutôt à l'inscription, ça fait rien. Tu vois qu'à cet endroit-là, j'ai fait appel à mon hook use generate password. Ce hook prend en argument la taille du mot de passe que tu veux. Donc là, j'ai mis 12, mais si tu veux mettre 16 ou 24 par exemple, tu peux tout à fait, et donc ajuster la taille du mot de passe. Tu vois que là, j'ai un mot de passe qui est beaucoup plus long. Donc ça, tu pourrais même le demander à l'utilisateur en mettant un champ supplémentaire pour qu'il rentre le nombre de caractères qu'il veut dans son mot de passe. Et tu vois que ce custom hook là nous retourne un tableau avec comme premier élément le mot de passe généré, et en second élément la fonction permettant de générer le mot de passe. Donc tu vois que cette fonction là, elle est reliée au bouton générer de password qui est ici, et au moment où on clique sur le bouton, du coup ça génère le mot de passe. Ce mot de passe là, il est récupéré à cet endroit là pour être passé dans password value. Comme ça après, si l'utilisateur il veut modifier son mot de passe, il le peut puisqu'il est mis dans le state du champ password. Au niveau du custom hook, comment ça marche? Alors à cet endroit là, tu vois, je récupère du coup la taille du mot de passe souhaité. On a le mot de passe généré dans le state. Et ici, on a la fonction permettant de générer le mot de passe qui est mémorisé avec un use callback, mais qui est toujours en écoute sur password length au cas où la taille du mot de passe est amenée à changer. Et donc pour générer ce mot de passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les caractères possibles à inscrire dans le mot de passe. Donc tu vois qu'ici j'ai une constante password char7 qui contient des minuscules, des majuscules, des nombres et des caractères spéciaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste boucler dessus de manière et sélectionner de manière complètement aléatoire des caractères dans cette chaîne de caractères et les placer dans Generated Password. D'ailleurs, je remarque que dans le state ici, j'ai Generated Password et à cet endroit-là, j'ai aussi Generated Password qui est redéclaré. C'est pas tellement une bonne pratique de nommer ça de la même manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer
Voilà, je vais juste rajouter str pour dire que c'est la chaîne de caractères qui contient le mot de passe généré. Et ensuite, du coup, on met à jour le state. Et le state, la valeur generated password qui est dans le state est retournée en premier élément du tableau de retour. Et en second élément, on a la fonction de génération du mot de passe qui est retourné. Alors le cinquième et dernier custom hook, je crois que c'est mon préféré de cette sélection, c'est le copy to clipboard. C'est copier dans le presse-papier, quoi. En gros, tu as un bouton copy qui va te permettre de copier ce texte-là directement sans avoir à le sélectionner, à appuyer sur CTRL-C, etc. Donc là, on va juste cliquer sur le bouton et tu vas voir que je peux maintenant coller ce texte n'importe où. Okay, donc là, je peux le coller dans le navigateur, mais je peux aussi sortir du navigateur et venir le coller à cet endroit-là. Tu vois, hop, j'ai collé le lorem ipsum. Je peux faire pareil avec le hello world. Hop, je clique sur copy et je viens le coller à cet endroit-là. Je peux le coller dans la console, n'importe où. Tu auras compris que c'est un copier-coller, quoi. Donc même si on a déjà copié du texte, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'avais copié en premier le lorem ipsum, puis ensuite le hello world. Je peux revenir copier le lorem ipsum, ça pose pas de problème, puis revenir copier le hello world, ça pose pas non plus de problème, je peux alterner comme ça. Même si là il y a écrit copied, si tu veux, tu peux rajouter toi-même un petit délai pour le remettre en copie, tu vas voir comment ça marche. Donc là je suis dans mon composant copy, donc c'est le composant copy to clipboard avec ce bloc là, tu vois que en fait je l'ai deux fois. Je l'ai juste dupliqué, hop, tu le vois ici, et puis j'ai passé un texte différent dans les props de chacun de ces composants copy. Ce texte-là, je le récupère et tu vois que j'ai use copy to clipboard ici, mon custom hook. Et je lui transmets le texte à copier. Use copy to clipboard, il me retourne un tableau avec comme premier élément un booléen pour savoir si le texte a été copié ou pas. Donc si copied est vrai, ça veut dire que le texte a été copié. Donc j'affiche copied avec le point d'exclamation dans le bouton. Et sinon, j'affiche copie. Et en plus de ça, je le passe en vert si jamais ça a été copié. Voilà. Et donc ce bouton-là, il est relié à Copy to Clipboard juste ici, voilà, avec le on-click. Donc il déclenche Copy to Clipboard au clic. Et maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans Use Copy to Clipboard pour comprendre un petit peu cette mécanique. Dans Use Copy to Clipboard, on récupère le texte en argument, le texte à copier. Tu vois ici qu'on a copied dans le state, donc le fameux booléen qui nous dit si on a copié ou pas. Et on a la fonction copy to clipboard qui est renvoyée dans le return, dans le tableau retourné là tout en bas. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Comme son nom l'indique, elle va permettre de copier dans le presse-papier, tout d'abord en vérifiant si la propriété clipboard est disponible dans le navigateur, dans l'API du navigateur. Donc si clipboard existe dans l'objet navigator, alors je peux faire un navigator.clipboard.writeText, donc ça va écrire du texte dans le presse-papier, l'équivalent d'un copy quoi, et je lui passe le texte en argument. Sinon, si clipboard n'est pas disponible dans l'objet navigator, ça veut potentiellement dire que l'utilisateur dispose d'une ancienne version de son navigateur. Et donc, il n'a pas accès à cette fonctionnalité-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser une fonctionnalité obsolète qui vient de document, document.execCommand. J'exécute une commande sur le document et cette commande, elle s'appelle copy et je lui passe le texte en argument. Donc, cette fonction-là, execCommand, elle est dépréciée. Mais c'est juste pour gérer la rétrocompatibilité avec d'anciennes versions de navigateur. Évidemment, je vais plutôt privilégier celle-là. Et donc, tu vois qu'on a un petit try catch puisque celle-ci, c'est une promesse. Donc, elle nécessite d'attendre la réponse. Et si jamais il y a une erreur qui est émise par cette promesse, et ben dans ce cas-là, on affiche tout simplement l'erreur dans la console. Entre-temps, on a mis copied à true pour dire que le texte avait bien été copié. Hein. Si tout ça s'est bien passé, le texte est copié. Et tu vois qu'on a un use effect ici qui nous permet de réinitialiser la valeur de copied au moment où le composant se détruit. On réinitialise tout. Tu vois qu'on a une fonction qui est retournée par une fonction. Donc ça, c'est la fonction qui s'exécute au moment où le composant qui appelle use copy to clipboard est détruit. Et je te disais, si tu veux, tu peux rajouter un petit timeout qui va remettre copy à false au bout d'un certain temps, parce que là, on avait copy qui restait affiché. Tu vois, tu cliques sur copy, il y a copied qui reste affiché. Et bien là, je lui ai dit, au bout de 5000 millisecondes, donc au bout de 5 secondes, tu repasses en mode copy. Comme ça, tu signifies à l'utilisateur qu'il peut copier le texte autant de fois qu'il le veut. Donc tu vois que, comme ce qu'on avait fait avec le debounce, j'ai défini ici une variable timeout id, et donc cette variable timeout id, elle a pour valeur le set timeout qui va attendre
5000 millisecondes avant de repasser copied à false. Pourquoi je l'ai mis dans une variable timeout ID? C'est tout simplement pour clear le timeout. Rappelle-toi ce que j'ai dit, c'est une bonne pratique de nettoyer un timeout, ou c'est le cas aussi avec un intervalle. C'est une bonne pratique de nettoyer tout ça au moment où on détruit le composant. Parce que si, admettons, je quitte la page alors que j'ai déclenché un timeout, bah du coup, le timeout peut continuer à tourner en arrière-plan, ce qui peut causer des problèmes de performance. Donc là, je nettoie le timeout et je lui dis aussi au moment où on clique, au moment où on déclenche la fonction copy to clipboard, je lui dis tu nettoies le timeout s'il y en a déjà un en cours pour pas qu'on ait des timeouts qui se cumulent. Comme ça, si je spam à cet endroit-là, et ben à chaque fois le timeout il est clear et j'en ai pas plusieurs qui sont déclenchés en même temps. Enfin plusieurs qui sont pas déclenchés en parallèle plutôt. Voilà, c'est tout pour cette sélection de custom hook. J'en ferai probablement d'autres, des vidéos comme celle-là avec d'autres custom hooks. Donc si tu as des idées de custom hook, des custom hooks que toi tu utilises personnellement, je t'invite à me les mettre en commentaire et comme ça je pourrais sélectionner les custom hooks que tu m'auras proposés en commentaire pour les ajouter dans une prochaine vidéo et les partager à tout le monde. D'ailleurs, je te conseille de t'abonner pour suivre tout ça évidemment. Et si tu pouvais mettre un petit like pour m'assurer que cette vidéo te plaît et donc pour m'indiquer que je peux en faire d'autres, et ben ça me ferait super plaisir et sachant que j'aime faire ce genre de vidéo en plus, ce serait vraiment top. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine. Salut.